Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Régis Mazera. Je suis en charge de l'Arval Mobility Observatory et du département consulting pour la France. Et donc, avant toute chose, je souhaite vous remercier vivement Ouais. d'avoir répondu à notre invitation et que vous êtes inscrit à ce webinaire. Alors, juste quelques mots de préambule pour contextualiser cet événement. En 2017, nous avions présenté la première édition de cette étude sur les mobilités en entreprise en partenariat avec l'Institut Via Voice. À l'époque, le sujet était émergent. On sentait que des évolutions allaient arriver dans le sillage du Dieselgate, mais la voiture régnait encore en maître parmi les moyens de déplacement offerts par les entreprises à leurs collaborateurs. L'étude Via Voice avait démontré que les entreprises étaient très attendues sur la construction de nouvelles solutions de déplacement à l'attention de leurs collaborateurs. En 5 ans, nous avons connu une crise sanitaire, une crise industrielle avec les crises des semi-conducteurs et des matières premières, et une crise énergétique, qui ont influé à la fois sur les moyens et les mentalités, les moyens de transport bien entendu, et les mentalités. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Comment est perçue l'évolution de nos mobilités? Où en sommes-nous après qu'un certain nombre de dispositions réglementaires comme la LOM, la loi climat et résilience, soient entrées en vigueur et ont incité pendant toutes ces années les entreprises à accélérer le mouvement? Deux grands enseignements qui sont à retenir et qu'on va pouvoir ensuite développer à travers ce webinaire. Le premier, c'est que l'entreprise se voit massivement confortée par tous les publics comme un acteur clé de la mobilité de ses salariés et plus globalement comme un facteur de transformation de notre société. Second enseignement, malgré les prises de position des pouvoirs publics en faveur de l'électrique, salariés comme décideurs en entreprise privilégient en réalité un avenir constitué d'une pluralité de solutions. Pour aller plus dans le détail de ces résultats, je vais laisser la parole à François Michel-Marty, président de Via Voice. Merci beaucoup, merci Régis, et bonjour à toutes et à tous, et merci aussi à l'équipe de l'Arval Mobility Observatory de organiser cette rencontre. Voilà, donc je vais vous présenter avec des temps d'échange et de respiration les principaux enseignements de cette étude, en effet, qui est donc une réédition, non pas à l'identique bien entendu, mais enfin une suite, si l'on peut dire, du travail qui avait été réalisé en 2017. Alors, c'est vrai qu'entre-temps, on peut dire que sur tous ces enjeux de mobilité, bien, la vie n'a pas été un long fleuve tranquille. Il y a eu en effet la période Covid, les confinements qui ont incité une partie des Français à rester chez eux et à être plus réticents envers les mobilités collectives, le rôle de l'État avec le quoi qu'il en coûte, puis les questions liées à la question climatique avec l'été 2022 que l'on a connu, maintenant les questions d'inflation. Et donc tout ça impacte bien entendu sur les perceptions. Donc de nombreuses questions se posent. En effet, quel est le rôle de l'entreprise? Est-il toujours autant attendu par rapport aux mobilités des salariés? Quel type de mobilité? Quelle motivation? Est-ce que la question climatique, qui est devenue si importante pour beaucoup de nos concitoyens, eh bien, devient aussi un facteur de choix en matière de mobilité? Voilà, c'est tout ce que nous allons essayer de vous montrer en quelques minutes, avec un double sur les aspects très concrets, un double public qui est interrogé, même un triple public si on peut dire. D'abord les salariés, un échantillon représentatif de salariés au niveau national, et puis des décisionnaires. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt de cette étude, mettre en regard les attentes, les visions, les aspirations des salariés et des décisionnaires en entreprise, à la fois des responsables de flotte d'entreprise, ils sont les premiers concernés, mais aussi des directeurs RH et des directeurs RSE qui ont aussi leur mot à dire et qui, bien entendu, sont intéressés sur ces grandes mutations. Alors, je vous propose peut-être, je ne sais pas si vous voyez sur vos écrans, peut-être pas. Si c'est bon, me dit-on, tout fonctionne merveilleusement bien, c'est très bien. Des éléments de présentation de nos éléments. Je ne sais pas si vous avez, parce que là, on fait défiler. Ah oui, parce que là, ça ne défile pas. Alors, je ne sais pas si on peut faire défiler. Non, je suis désolé. Quoi pour faire défiler les slides. Présenter votre écran. Oui, il faut aller dans les slides là ici. Voilà, très bien. Ah voilà, parfait. Et voilà, pardon, voilà. Je vois à l'écran, mais ah voilà, ça y est, ça fonctionne. Pardon pour ce moment de perdition, voilà, qui met un peu de suspense dans nos éléments. Donc là, vous voyez les méthodes de réalisation de l'étude. Et puis le premier volet, donc, alors Régis a commencé à lever le
voile sur les résultats de notre enquête. Alors, de manière très frappante, en effet, hein, qu'il s'agisse des décisionnaires ou des salariés, on a des aspirations très majoritaires sur le rôle de l'entreprise, avec des scores extrêmement massifs. Hein. Vous voyez là sur les responsables de flotte d'entreprise, 69%, on est en progression par rapport à ce que l'on avait enregistré en 2017. Les responsables RH, RSE, les trois quarts d'entre eux estiment que l'entreprise doit s'impliquer dans les déplacements de les salariés. Alors, on peut dire d'une certaine manière, c'est un peu attendu, c'est en partie le rôle des uns et des autres que de prendre position en faveur de la responsabilité de l'entreprise, mais également de la part des salariés. On a 65% des salariés qui estiment que c'est le rôle de l'entreprise de s'impliquer dans ces déplacements. Donc des niveaux très élevés, souvent en progression par rapport à il y a 5 ans. Voilà, c'est pas tout à fait anodin. On le rappelait tout à l'heure, il y a eu entre les deux, il y a eu la loi L'Homme de décembre 2019, il y a eu le quoi qu'il en coûte où l'État a joué un rôle très important. La loi L'Homme quand même promeut aussi, outre le rôle des entreprises, le rôle des acteurs, des collectivités territoriales, des acteurs publics. Donc on aurait pu imaginer, d'une certaine manière, que l'entreprise soit un peu moins ou beaucoup moins attendue en matière de mobilité. Et on voit que ça n'est pas du tout le cas, notamment parce que l'entreprise a une responsabilité directe en regard de ses salariés, et puis parce que l'entreprise, souvent, à tort ou à raison, mais est considérée comme ayant des moyens d'agir. Donc il y a de véritables attentes et des regards qui se tournent en direction des entreprises sur ces mobilités d'avenir. Et c'est très complémentaire, la majorité des salariés estiment qu'à l'avenir, précisément, les entreprises s'impliqueront de plus en plus sur ces enjeux de mobilité. Ça se comprend beaucoup à travers la question de la transition écologique. Alors, on va la détailler quand même de manière concrète, parce que c'est bien entendu le fil rouge hein, de toutes ces perceptions. L'entreprise est considérée, et on le voit d'ailleurs sur tous les registres, dans toutes les enquêtes d'opinion, l'entreprise est considérée comme un acteur majeur de la transition écologique. Là aussi, parce que de plus en plus de gens considèrent qu'il y a désormais une responsabilité de l'entreprise, c'est pas nouveau, mais depuis une vingtaine d'années, ça se confirme, ça s'amplifie. Et puis parce que l'État et les pouvoirs publics ne peuvent pas tout faire. Donc cette question des mobilités, on voit bien qu'elle est très inscrite, et ce sera vrai tout à l'heure aussi dans la vie des gens, hein, dans la vie des salariés. On voit bien qu'elle est très inscrite dans les stratégies d'entreprise parce que désormais, la plupart des décisionnaires et la plupart aussi du grand public estiment que l'entreprise est appelée à jouer un rôle important sur cette question de transition environnementale. Vous le voyez là auprès des salariés, hein, on a 62% des salariés qui estiment que les entreprises doivent jouer un rôle plus important pour les inciter à utiliser des moyens de transport plus respectueux de l'environnement. Voilà. Ça, c'est le cadre général. Voilà, je vois que Régis me fait des clins d'œil pour rajouter une phrase bien sentie. Donc, je fais une pause dans mon propos. Non, mais juste peut-être pour compléter ce point, je pense qu'il est bon de préciser qu'en 5 ans, un certain nombre de jalons ont aussi évolué. D'abord, de nouveaux dispositifs sont apparus, comme le forfait de mobilité durable, hein, pour soutenir la transition sur le domicile travail. Vous le disiez tout à l'heure, un certain nombre de contextes réglementaires comme la LOM, mais dont depuis 2022, un certain nombre d'obligations deviennent une réalité. Et puis enfin, côté décideur, même malgré le contexte haussier qu'on connaît sur l'électricité, le véhicule électrique, en tout cas pour la partie transition énergétique, représente maintenant une source de maîtrise budgétaire. Et ça participe également à cette prise de conscience, cette accélération de l'intention de l'entreprise au sens large dans les phénomènes de transition. Et tout ça fait système, en effet, dans les perceptions des acteurs. Alors, très concrètement, hein, si on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment se déplacer aux yeux des responsables en entreprise et aux yeux des salariés, comment se déplacer, notamment bien entendu en priorité, c'est le sujet qui nous occupe là aujourd'hui sur les mobilités domicile-travail. On va voir que les choses sont peut-être un peu plus diversifiées, un peu plus fines qu'on pourrait l'imaginer. Parfois des gens qui considèrent qu'il y a une sorte d'évidence et d'universalité de l'électrique, du véhicule électrique personnel. On va voir que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'il y a surtout de fortes disparités qui prévalent en fonction des types d'entreprises, en fonction des territoires, etc., etc. Alors, premier élément quand même très important à mettre en scène aujourd'hui,
avant de voir comment les moyens qui sont souhaités pour se rendre à son travail, la voiture personnelle demeure très majoritairement à 68%, hein, le mode utilisé. Véhicule personnel, alors si on agrège les autres, ça fait 72%. C'est en baisse sensible quand même par rapport à 2017. La voiture personnelle elle-même est en baisse, alors très sensible, hein, enfin même plus que sensible, fort, puisqu'on était à 75% en 2017, aujourd'hui on est à 63%. Donc il faut le dire quand même, parce qu'il y a un très fort repli du recours à la voiture personnelle, mais bien entendu, aujourd'hui, ça reste le moyen de transport extrêmement dominant, utilisé par la plupart des salariés, et a fortiori en dehors des grandes villes, bien entendu, où les moyens de transport sont moins nombreux. Alors, maintenant, si on se projette vers l'avenir, si on essaie de voir quels sont les moyens de transport, les moyens de déplacement qui peuvent avoir le plus d'avenir, alors on commence à voir ici s'affirmer une pluralité de sources de mobilité, les transports en commun à 36%, le covoiturage 29%. Ce qui est quand même très intéressant. Alors, bien entendu, vous évoquez les dispositifs réglementaires qui encouragent maintenant le covoiturage, notamment par les municipalités et aussi par les entreprises, mais ça ne va pas de soi. C'est-à-dire, je pense que si on avait cette question-là posée par le passé, n'aurait pas donné lieu à des scores aussi importants. Et après la période Covid dont on parlait tout à l'heure, où les gens avaient des réticences, au fond, pour des mobilités au sens très large, si on étend le concept partagé, ce résultat-là est quand même très intéressant. Véhicules électriques personnels, 25%, là, qui arrive à un niveau là aussi très élevé au fond dans le quintet de tête de ces résultats, et véhicules, voitures thermiques personnelles, qui n'est plus que dans les perspectives d'avenir, hein, à 23%. Alors, il est vrai qu'il y a bien entendu tous les horizons, notamment l'horizon passage électrique, l'horizon 2035 souhaité par le Parlement européen de cessation de vente, de commercialisation des véhicules thermiques. Bon, tout ça compte. La marche à pied, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. Marche à pied, donnée intéressante qui se développe particulièrement de la part des jeunes. Ceux qui sont les plus adeptes de la marche à pied, ce sont les 18-30 ans. Voilà, donc on retrouve, c'est intéressant, parce qu'il y a des grands cycles. La marche à pied qui redevient bien entendu en priorité dans les centres urbains, un mode de déplacement qui peut être apprécié, et puis le véhicule partagé à 20%, qui est quand même lui aussi sur un niveau élevé. La carte mobilité, alors qui est un objet plus technique, qui va peut-être être appelé à se développer dans les années qui viennent, 19%. Je me permets de citer, pardon, c'est un peu long, tous ces modes de déplacement. C'est intéressant de voir qu'on a quand même là une pluralité de modes de déplacement qui sont envisagés et qui paraissent avoir un avenir. Donc, au terme de cette période mouvementée, hein, qu'on a évoquée là, il y a quand même aujourd'hui des aspirations, des perspectives d'avenir qui sont extrêmement variées. Voilà. Je ne sais pas si Régis, vous souhaitiez… Non, pas à ce stade. Très bien. Et auprès des décisionnaires, alors je passe vite pour pas être trop long, parce que je crois que le temps on n'a pas toute la journée, malheureusement, pour échanger ensemble, mais on voit auprès des décisionnaires, la hiérarchie est à peu près la même, si ce n'est la marche à pied, qui est tout en bas du classement. Sur les premiers items, je passe assez vite parce que j'ai bien détaillé tout à l'heure, mais sur la marche à pied, voilà, la confiance accordée à la marche à pied par les responsables d'entreprise est beaucoup moins importante, mais les autres, on voit les véhicules partagés, voilà, covoiturage, transport en commun, qui sont quand même sur des scores très significatifs. Et pour vous, alors c'est là que ça devient très intéressant, parce qu'on dit, et vous, qu'est-ce que vous aimeriez faire vous-même, au-delà de vos pronostics pour le devenir des mobilités, pour votre trajet domicile-travail, préféré, qui est quand même le principal trajet, je crois qu'il en moyenne prend plus d'une demi-heure au fond pour les Français, donc c'est quand même pas négligeable. Que préféreriez-vous utiliser? La voiture thermique personnelle, nous ne sommes, pourrait-on dire, qu'à 37%. Parce qu'on vient de voir tout à l'heure que la voiture personnelle, c'est les 2 tiers des gens les utilisent. Là, on est à 37% des gens qui disent, pour l'avenir, la voiture. Donc on a quand même une intégration des mutations fortes qui sont en train de se produire en termes de mobilité, et l'idée qu'il va falloir, ou qu'il va être souhaitable, de changer les modes de mobilité dans les années qui viennent. Transport en commun, 27%, pas négligeable non plus, parce que parfois on dit, on ne comprend pas, les transports en commun ont du mal à se déployer. Il y a quand même ça, là, ça va citer en deuxième position. Notre fameuse marche à pied, qui est là à 24%, voiture électrique, 21%, donc on voit quand même qu'elle s'impose de manière assez significative, et puis covoiturage et véhicules partagés, 16 et 13%. Donc on a bien cette idée
au fond d'une multimodalité de déplacement, avec à la fois des véhicules partagés, du covoiturage, le voiture électrique qui fait sa percée, et puis d'autres. Alors, ces éléments-là sont extrêmement variables en fonction des territoires dans lesquels on se situe. Pour vous donner, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, il y en a déjà beaucoup là, mais en région parisienne, la marche à pied est à 50%, en milieu rural, les transports, la voiture personnelle est à 50%. Donc voilà, on est sur des écarts extrêmement importants en fonction des régions dans lesquelles on se situe. Mais on voit bien que voilà, on a une pluralité de modalités de transport, ou avec l'électrique qui quand même est très présent, mais aussi des hypothèses de covoiturage et de véhicules partagés qui ne sont pas à négliger. Alors, pourquoi, allez-vous me dire? Comment comprendre tous ces éléments-là? On a ce ticket gagnant des nouvelles mobilités partagées, il se comprend par des perceptions, mais il y a bien entendu toujours des réalités technologiques, des facteurs objectifs, puis il y a beaucoup de perceptions derrière tout ça. Et l'un des éléments, on parlait tout en commençant des motivations, au fond des ressorts de choix de ces différentes mobilités, on va voir sur cette page et puis la suivante l'importance des facteurs économiques. Pour résumer de manière un peu triviale, c'est pas parce qu'il a fait très chaud l'été dernier que tout le monde est uniquement préoccupé par les questions climatiques, c'est bien aussi très souvent les questions économiques et financières qui comptent. Sur le covoiturage, l'idée économique est associée, hein, au fond, c'est un mode de trajet de mobilité économique. 55% des salariés le disent. Véhicule partagé, on est à 44. Carte mobilité, appli mobile, on est à 37. C'est pratique, 39%. Voilà. Donc, on voit bien que là, il y a des enjeux qui sont très importants. La voiture électrique, pour sa part, conjugue, mais sur des niveaux un peu moins élevés, le côté économique, pratique. Voilà. Ça, ce sont les perceptions globales. Et puis, si on approfondit encore, si on veut muscler encore les choses, au-delà des perceptions, des images, on dit concrètement, vraiment, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourriez utiliser ces différents types de déplacements? Alors, pardon, le tableau est d'une richesse absolue, donc, parce que vous avez les rappels en 2017, mais c'est peut-être intéressant parce que ça fait partie du cœur de la réflexion. Les raisons d'usage, on voit là encore l'ampleur vous voyez, les raisons économiques, c'est la troisième ligne blanche là qui apparaît, avec des niveaux qui sont élevés, hein, 67% pour le covoiturage, 51% pour la voiture partagée, 55% pour la véhicule électrique, 55% également pour la carte mobilité ou appli mobile. Et au passage, si l'on peut dire, on constate que ces motivations économiques sont bien plus importantes que les questions de réduction de la pollution. Pour dire les choses simplement, il faut les deux. C'est-à-dire, au fond, on peut avoir une vraie conscience environnementale, mais si on peut avoir des aides économiques et financières, c'est quand même très important à prendre en compte. Et dernier élément très frappant, vous le voyez sur toutes les lignes de ce tableau, ce sont les progressions par rapport à 2017. Les progressions en termes de conscience sur la question de la réduction de la pollution, c'est un facteur de plus en plus important. C'est vrai sur toutes les types de mobilité, mais aussi les questions économiques. Alors, il est vrai qu'on est dans un contexte inflationniste. Il est vrai que désormais, la question du pouvoir d'achat est plus que prépondérante pour la plupart des Français. C'est le sujet majeur. Voilà. Donc, tout ça pour dire que ce tandem-là, au fond, le coût financier de la mobilité et la question de la pollution sont deux facteurs majeurs qui sont en croissance très forte par rapport à 2017, mais on pourrait dire, pour résumer, l'un ne va pas sans l'autre. Je ne sais pas si Régis, non. Régis, Juste non. peut-être un point pour rebondir sur la performance du covoiturage dans cette étude. C'est vrai qu'on a vu à chaque fois le covoiturage exploser à deux moments, en période de grève et lorsque le coût de l'énergie est au plus haut. Et on revient sur ce que vous disiez, c'est-à-dire une recherche quelque part de l'optimisation économique de son moyen de transport. Vous disiez, le domicile pareil, c'est la première source de déplacement au niveau national. Donc on est quelque part dans une logique très pragmatique dans une période un peu sérieusement complexe qu'on est en train de traverser. Totalement. Troisième élément, alors on a vu premier élément, l'importance du rôle de l'entreprise, hein, sur les mobilités. Deuxième élément, une multiplicité de mobilités envisagées qui ne sont pas réductibles aux véhicules électriques. Troisième élément, le sens. On parle beaucoup on dit beaucoup, les gens aujourd'hui sont en attente de sens, d'impact, etc. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'une entreprise s'engage pour la mobilité de ses salariés? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact pour le bien-être, pour l'attractivité, pour la motivation, etc., etc., etc. Alors, là aussi, sur ce troisième volet, les choses sont intéressantes et parfois inattendues. Donc, ça appelle une petite réflexion.
Bon, le premier élément majeur, on le voit très clairement sur ce tableau, c'est un impact positif. Lorsqu'on dit aux salariés le fait qu'une entreprise propose des solutions variées de déplacement, est-ce que ça contribue ou pas au bien-être, à l'attractivité, on va dire à la marque employeur, ou à la motivation de ses salariés? On a des scores qui sont majoritairement positifs, 59%, 57, 55. Donc voilà, l'impact est positif. Mais et je dois dire que c'est a priori une vraie surprise, mais ces scores, il faut le reconnaître, sont en baisse par rapport à ceux que nous avions enregistrés en 2017 et de manière assez significative, entre 3 points et 8 points de baisse. Voilà. Alors, il y a probablement plusieurs explications à ça. D'abord, la période Covid qui a probablement fait évoluer, on le sait à travers un certain nombre d'études d'opinion, aussi la perception du travail, les exigences aussi envers le bien-être. On sait que désormais, le bien-être des salariés, ça passe par plein de choses. Ça passe aussi, pour ceux qui peuvent se le permettre, par du télétravail. Ça passe par une attention de plus en plus forte aux conditions de travail. Ça passe par la manière dont on est considéré dans l'entreprise. Donc, il y a des prérequis qui sont extrêmement, extrêmement variés. Il y a la question du télétravail, on dira quand même un mot tout à l'heure, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire jusqu'à maintenant, qui a changé les choses. Autrement dit, on peut dire que sur tous ces registres, les aspirations, elles sont peut-être plus fortes qu'elles ne l'étaient par le passé, avec un souhait très puissant d'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, des exigences qui sont fortes et qui sont peut-être plus polymorphes qu'elles ne l'étaient par le passé. Voilà. Donc, ces questions des mobilités, elles comptent, elles sont importantes de manière majoritaire pour les salariés, mais d'une certaine manière, on pourrait dire qu'elles ne sont pas les seuls facteurs. Désormais, il y a des aspirations qui sont très fortes et qui se déploient sur des facteurs différents en termes de bien-être et d'attractivité. C'est important parce qu'on dit beaucoup aujourd'hui, notamment en cette période post-Covid, les gens cherchent voilà, des raisons de se trouver mieux dans leur entreprise, des facteurs de sens par rapport à leur travail. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est important, qu'il ne faut pas négliger. Voilà. Mais on peut dire que ce contexte est devenu tellement prégnant dans une situation où on a beaucoup de salariés, une partie des salariés qui s'interrogent aussi sur leur place dans le travail, sur la manière dont le travail peut être réorganisé. Voilà. Là, c'est un élément important, mais qui s'inscrit, je pense, dans des aspirations qui sont devenues extrêmement fortes, peut-être plus fortes qu'elles ne l'étaient par le passé encore, et souvent polymorphes. Deuxième élément, alors, aux yeux cette fois-ci des décisionnaires eux-mêmes, bon, ce qui est tout à fait louable et salutaire. En revanche, là, on a des scores qui sont plus élevés dès lors que l'on interroge les responsables de flotte eux-mêmes, les DRH, les responsables RSE. Là, on a des niveaux qui sont très élevés, 60-70% de sentiments d'impact en faveur des salariés, de contribution. Voilà, ce qui est plutôt salutaire, parce que ce sont aussi des éléments qui peuvent inciter les dirigeants d'entreprise, responsables d'entreprise à agir. Donc, c'est important. Le télétravail, je l'évoquais tout à l'heure d'un mot, et ça vaut le coup quand même de s'y appesantir, parce que ça a changé la vie d'un grand nombre de salariés. Alors là, on a 24% des salariés dans l'échantillon qui estiment qui déclarent avoir été en télétravail ces derniers mois. Et parmi eux, on leur dit, mais alors, quel impact ça a eu sur vos mobilités quand vous êtes en télétravail, mais ensuite quand vous allez sur votre lieu de travail, au fond, est-ce que ça change la manière dont on a envie de se déplacer d'aller au travail? Et on voit là aussi de fortes variations, l'importance des transports en commun, la fameuse marche à pied, la voiture thermique personnelle qui est toujours là, mais qui n'est plus qu'en troisième position, et les véhicules, le partage, 19%, devant les véhicules d'autres véhicules personnels, la carte mobilité appli mobile 16, le covoiturage 16, voilà. On retrouve bien cette idée qu'on avait tout à l'heure d'une pluralité de moyens de transport. Au fond, on pourrait dire que toutes ces dernières années, au-delà des cadres réglementaires qu'on évoquait tout à l'heure, à travers les chocs très importants qu'on a subis, ont probablement redistribué les cartes et donnent l'envie de se déplacer de manière beaucoup plus multiple que ça n'était le cas par le passé. Donc, ce sont des comportements personnels qui changent. Ça offre aussi des pistes de réflexion pour les entreprises en matière d'offres pour les années qui viennent. Mais voilà, on est loin d'un schéma monolithique. On se dirige plutôt, au fond, vers une pluralité de moyens de mobilité qui sont envisagés. Oui, pour appuyer ce point et peut-être apporter un regard aussi opérationnel à ce qu'on voit aujourd'hui dans le déploiement de ces plans d'action au sein des entreprises.
et donc dans la façon aussi dont on accompagne nos clients. Ce qu'on constate depuis maintenant quelques années, c'est deux tendances très fortes quand même. La première, et ça rejoint ce que vous dites, c'est que les salariés attendent de plus en plus de la part de leur employeur qu'ils s'adaptent à leurs besoins. On peut commencer sa vie professionnelle en refusant un véhicule de fonction parce que ça peut être une source additionnelle de coûts, parce qu'on n'en a pas forcément l'utilité. Et pour autant, ça va être le même collaborateur quelques années après, souvent d'ailleurs lié au contexte d'un développement familial, choses comme ça, verront dans le véhicule de fonction, dans d'autres types de solutions, un besoin ou un avantage très différenciant offert par l'entreprise. Donc il y a cette, j'aime bien quand vous utilisez le mot polymorphe, cette variation des besoins et sur lesquels donc une fois de plus les salariés s'attendent à pouvoir s'appuyer de plus en plus sur leur employeur. Ça c'est la première tendance qu'on constate très significativement. La deuxième, alors ça nous ramène à des choses plus pragmatiques, mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on est quand même dans un contexte inflationniste fort. Et de surcroît, dans une logique de transition énergétique où les véhicules électriques ou électrifiés sont de plus en plus chers, l'accès aux véhicules, c'est à nouveau compliqué pour les populations que vous évoquiez. Alors, les jeunes peut-être moins, parce qu'une fois de plus, on est souvent dans une gestion de mobilité en fonction des contraintes, ce que j'évoquais tout à l'heure. Jeunes sortis d'école, pas forcément le besoin d'un véhicule, on va privilégier d'autres formes de mobilité. Mais pour autant, très vite, on va être rattrapé par cette logique des voitures de déplacement commun au sein d'une famille. Donc, on est en train de revoir un regain d'intérêt, un retour, on va dire, de la logique du véhicule de fonction, parce qu'effectivement, cet accès est de plus en plus compliqué au regard des prix pratiqués. Alors, on est sur un véritable schéma de mutation, Ouais. et c'est ce que montrent aussi les résultats suivants, hein. Au fond, donc les solutions qui sont mises en œuvre sont quand même très dictées par la transition écologique, avec des entreprises qui ont déjà fait un certain nombre de choses. Alors, on interroge à la fois, là encore, hein, comme précédemment, les responsables et décisionnaires, et puis les salariés, les choses qui sont mises en place. C'est de l'information. Alors, on dit parfois, ben, l'information, ce n'est que de l'information, mais quand les gens n'ont pas d'information, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas d'information. Donc là, quand même, de l'information pour inciter les déplacements plus respectueux de l'environnement. Alors, il peut y avoir toute une série de motivations, mais on voit qu'on est en train d'évoluer et que c'est vraiment cette question de la transition écologique est vraiment fondamentale dans ces mutations. Puis ensuite, on voit quand même des choses qui sont loin d'être anodines, le covoiturage, l'autopartage, des aides, etc. Alors, bien sûr, toutes les entreprises ne le font pas, voilà. Mais on est dans une véritable mutation à la fois des perceptions et aussi des comportements. Quand on interroge les salariés sur cette même question, alors c'est un schéma assez classique, on a moins de salariés qui perçoivent tout ça, mais au fond on en retrouve peu ou prou, hein, pour ceux qui le perçoivent, des réponses qui sont assez comparables, l'information, système de covoiturage, système d'autopartage parfois, suppression, allègement de la flotte de véhicules d'entreprise, ça peut être envisagé aussi. Donc on voit qu'on a en réalité des entreprises qui ont commencé, et c'est pas uniquement devant nous, hein, la mutation, elle est déjà en cours, que ce soit dans les perceptions, dans les intentions et dans les modalités d'action, elle est déjà en grande partie en marche. Et pour l'avenir, qu'est-ce qui peut vous inciter le plus, et on se tourne vers l'avenir le plus à changer? On voit d'une certaine manière le cadre dans lequel évoluent les entreprises qui est toujours prépondérant. Alors, ce qu'on évoquait précédemment, bien entendu, les préoccupations climatiques et environnementales, qu'il s'agit de préoccupations, qu'il s'agit de cadres réglementaires qui changent, qu'il s'agit d'intentions en termes d'impact que l'on évoquait tout à l'heure, hein, qui peut être aussi salutaire pour les entreprises, et puis bien entendu, les nouvelles normes et l'arrêt probable à terme des véhicules électriques. Ça, d'une certaine manière, c'est l'horizon qui incite, on parlait de 2035 tout à l'heure, c'est l'un des horizons qui incite à des mutations fortes. Donc on est à la fois dans un cadre, c'est peut-être la différence par rapport à 2017, où les consciences des mutations et des impératifs climatiques ont considérablement progressé, et où on se dit de toute façon maintenant le sens de l'histoire des mobilités et de l'histoire économique fait que il va falloir changer. Voilà. Troisième élément, et à ne pas négliger quand même, la qualité de vie de vos salariés. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire uniquement on est contraint par les mutations climatiques, par les questions réglementaires, etc., etc. Il s'agit aussi de tenir compte, et là aussi je crois qu'il y a un effet post-Covid qui est important, de la place du salarié dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire pour le salarié? Comment est-ce qu'il peut venir à son travail
de la manière la plus appréciable possible. Et c'est une préoccupation qui est très partagée par les responsables de flotte et par les responsables RH-RSE. On peut dire que c'est une vision assez systémique des choses. Il y a à la fois le climat, les normes, la qualité de vie des salariés, et puis bien entendu l'attractivité de l'entreprise dont on parlait tout à l'heure. C'est une vision systémique qui fait que, chemin faisant, ben, l'entreprise se transforme. Elle s'engage en étant aussi actrice de mobilité et son rôle s'amplifie et se transforme sur ces points-là en réponse aux attentes des gens. Question très concrète, enfin, on parlait de 2035 précisément tout à l'heure, l'Union européenne, c'est le Parlement européen qui envisage la fin des moteurs thermiques, la commercialisation des moteurs thermiques en 2035. 2035, c'est demain quasiment. Hein. Avez-vous déjà pris en compte cette perspective pour votre flotte de véhicules d'entreprise? Responsable de flotte, oui, 61%. Alors, prise en compte, ça peut ouvrir des choses extrêmement variées ensuite. Ça veut dire qu'on informe, ça veut dire qu'on en a conscience, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a dès à présent transformé sa flotte. Certains l'ont fait, mais pas toujours. Voilà. Enfin, ça veut dire que les choses sont très présentes à l'esprit. Donc, on est vraiment passé à un autre âge de la mobilité d'entreprise, où désormais les enjeux d'avenir sont extrêmement prégnants et invitent à repenser la manière dont on agit dès aujourd'hui, dont on informe, dont on mobilise, dont on incite. On a vu tout à l'heure proportion de dirigeants d'entreprise qui disent il faut dire aux salariés, les inciter à changer de mobilité. Donc vraiment, on peut dire que l'avenir est entré dans le présent d'une certaine manière. Je vous rejoins complètement, François. C'est vrai que dans le monde de l'entreprise, la transition énergétique est bien en marche. Hein. Parce qu'on avait déjà vu en cours d'année dans les baromètres des flottes et des mobilités, on voyait que plus de 7 entreprises sur 10 déclaraient avoir mis en place une alternative, une motorisation 100% thermique. Donc ça, c'est un fait, c'est indéniable. Après, je pense qu'il faut quand même garder une certaine relativité, hein, parce que c'est le même sujet autour de l'accompagnement sur les nouvelles mobilités. On a quand même encore un certain nombre de freins qu'il va falloir accompagner. On est sur des sujets où ces phases de transition nécessitent la planification d'investissement. Bien sûr, on pense aux bornes lorsqu'on parle de véhicules électriques, on pense au parking quand on parle de vélos, de sécurisation, stockage. Pour chaque nouvelle mobilité, il y a un certain nombre de prédispositions à prendre. On parle de formation, on parle de pédagogie auprès des salariés. Donc, il ne suffit pas de vouloir, il faut aussi faire adhérer. Et c'est ça un grand changement, on va dire, entre 2017, la prise de conscience à long terme, et aujourd'hui où en sont confrontés où est confrontée la vie de l'entreprise par rapport aux attentes de leurs salariés. Ouais, une mise en œuvre qui doit être appelée à se déployer. Et puis alors concrètement, on va peut-être terminer après on pourra échanger, je crois, avec quelques questions si certains d'entre vous le souhaitent. Terminer ce tour d'horizon, avant de donner peut-être quelques mots très rapides de synthèse, par la manière dont les responsables et décisionnaires envisagent l'évolution de leur flotte de véhicules d'entreprise. Alors, première réponse, convertir la flotte en véhicules hybrides. Et deuxième réponse, convertir la flotte en véhicules électriques. En gros, la tendance, pardon pour ce terme un peu rapide, mais est très cohérente. Là, voilà, hybride, électrique, en gros, on va vers l'électrique pour dire les choses ça à peu près simplement. Et puis, quand même aussi, encourager les salariés à utiliser au maximum les transports en commun. On voit bien qu'on dépasse là le cadre de la seule entreprise pour une question de responsabilité, quasiment de bien commun, au fond, qui entre en ligne de compte. La question des cartes mobilité ou applis mobiles, on l'a retrouvée déjà à plusieurs reprises, hein, à ne pas négliger quand même, parce qu'on peut considérer que c'est plus lointain dans le déploiement. Ça sera peut-être pour les années qui viennent, mais ça atteint quand même des niveaux qui sont pas négligeables, parce que c'est un peu plus complexe à mettre en place. Donc, c'est quand même important de souligner quand même, on est sur des scores à 50-30%, ce sont des résultats qui sont forts. Et enfin, on voit que la suppression totale des flottes de véhicules d'entreprise est extrêmement marginale, hein, 4%, 2%, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, c'est plutôt vraiment de manière extrêmement massive une adaptation des mobilités et des flottes de véhicules avec cette responsabilité qu'on a vue en tout début de l'entreprise, des entreprises qui sont responsables, qui sont attendues sur cette responsabilité, et qui envisagent d'adapter pour leurs salariés les mobilités et bien entendu au premier chef les flottes de véhicules. Voilà, donc pour résumer ces différents points, peut-être d'abord le rôle très, très frappant attendu par tous les publics envers les entreprises. L'entreprise doit être un acteur de la mobilité de ses salariés, je crois que y compris de la part des salariés eux-mêmes, c'est quelque chose qui est très, très attendu.
Deuxièmement, des aspirations de mobilité qui sont peut-être un peu plus variées. On disait polymorphes tout à l'heure, voilà, qu'on aurait pu l'imaginer, différentes cartes à jouer pour les entreprises. Troisièmement, toujours cet impact qui demeure positif, même s'il est un peu en érosion, mais qui est quand même très positif sur l'attractivité des entreprises, pour le bien-être des salariés. Et puis voilà, on est en train de voir là, à travers ces dernières questions, une mutation, au fond, des réflexions qui sont déjà en cours, un passage à l'acte. Donc ça signifie que dans cette période de grande turbulence qu'on évoquait en introduction, depuis la période de la pandémie jusqu'à la période d'inflation qu'on voit aujourd'hui, on a des entreprises qui ont envie de s'adapter, qui s'adaptent déjà, qui envisagent de nouvelles réponses et qui probablement sont en train de mettre à l'ordre du jour les mobilités du futur pour leurs salariés. Voilà, quelques mots. Je vous rejoins complètement, hein, c'est effectivement, on parle beaucoup moins de remplacement que de compléter les modalités de transport et de mobilité. Et ça, c'est ce qu'on constate. On est, je disais tout à l'heure, hein, vraiment de plus en plus dans une logique de multimodalité. On choisit le bon moyen de transport en fonction de la contrainte que l'on va avoir, de l'état d'esprit dans lequel on va être à un moment, notamment vis-à-vis des mobilités douces. On voit, il y a des effets climatiques forcément qui jouent énormément. Il y a des effets aussi dans la journée, souvent quand les besoin de se déplacer tard le soir ou en courant de journée. Donc il y a énormément de nouveaux impacts qui viennent driver cette mobilité. Donc on est vraiment dans cette logique de multimodalité. Ça commence d'ailleurs à se traduire de manière maintenant très concrète dans un certain nombre d'offres. Ce qu'on voit arriver sur le marché sont des offres packagées, donc avec des offres qu'on appelle maintenant des offres 6 roues, où on peut bénéficier d'un véhicule plus un vélo, une autre forme de mobilité alternative. Et je pense que ça fait sens de l'histoire. On va être de plus en plus amené à jongler avec les différents moyens de transport, notamment avec le développement des zones à faible émission, des zones de feu. Toutes ces nouvelles contraintes qui arrivent, il va falloir beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptatif, tant côté entreprise pour arriver à assurer une continuité dans l'activité, que pour les collaborateurs, que ce soit pour leur trajet personnel comme professionnel, de manière à pouvoir s'adapter à ces contraintes qu'on n'a jamais connues jusqu'à maintenant et qui vont, par nature, qui devraient être amenées à se développer de plus en plus dans les prochaines années. Merci beaucoup en tout cas François pour cette lecture éclairée et cette étude vraiment qualitative. En 5 ans, on a vu quand même que les lignes avaient bougé. Ça nous permet de prendre le pouls à la fois, puis ce qui est très agréable, c'est d'avoir ce panorama global à la fois des salariés et des décideurs. Je rappelle que dans les décideurs, hein, on a vu à travers les salles, on a 2 types de décideurs, à la fois les responsables de flotte, donc plutôt en charge du parc de véhicules, mais aussi les RH, qui ont une vision aussi plus globale de la flotte, donc notamment sur l'enjeu de toutes ces nouvelles mobilités. Donc ça, c'est une population qu'on n'avait pas forcément interrogée en 2017, et donc qui viennent significativement compléter la pertinence de cette étude. Merci beaucoup, François. Merci à vous, merci à tous. Peut-être quelques questions? Exactement. Donc, on en a pas mal sur le chat. Donc, il y en a quelques-unes qui s'adressent plus spécifiquement à François et d'autres qui s'adressent à Régis. Donc, je vais commencer par Régis. Avons-nous des informations ou de la visibilité sur le cadre légal URSSAF AEN du crédit mobilité? Alors, à date, non. Il y a beaucoup de tractations qui s'opèrent en ce moment parce que c'est forcément un incontournable. On ne peut pas basculer vers du crédit de mobilité, du budget de mobilité, sans avoir une adaptation de la fiscalité. Aujourd'hui, c'est considéré comme du salaire. Alors, on a un certain nombre d'entreprises qui ont pris un certain nombre d'initiatives pour introduire une logique de crédit de mobilité. Mais si on s'en tient stricto sensu à la façon dont la loi est définie, pour le moment, nous restons dans une logique où ces crédits de mobilité sont considérés comme du salaire, donc chargés, et donc soit créer un surcoût à budget équivalent pour le collaborateur, soit dégrade le pouvoir d'achat pour le collaborateur si l'entreprise souhaite maintenir un coût équivalent. Néanmoins, c'est des sujets qu'on pense voir évoluer dans les prochaines années, parce que si on veut vraiment une logique de transition et de report modal, notamment sur les mobilités douces, il faut que le cadre fiscal puisse s'adapter à la réalité des moyens de transport qu'on veut publiciter et massivement. Alors, toujours dans le même esprit réglementaire, incitatif,
est-ce que dans l'étude ne traite pas du cadre fiscal du véhicule électrique? Et pourtant, c'est probablement l'une des motivations principales. Donc, Régis, est-ce que vous nous rappelez les incitations fiscales majeures qui incitent à basculer vers les... Oui, aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, le véhicule électrique est devenu, ce qui n'était pas le cas en 2017 à l'époque. À l'époque, rouler en électrique était plus cher que de rouler en thermique. Ce n'est plus le cas. On renvoie vers le TCO-scope qu'on a fait paraître, qu'on trouvait sur notre site au courant de l'année 2022. Aujourd'hui, le véhicule électrique, sur bon nombre de segments, représente un intérêt financier qui est massivement lié à la fiscalité, c'est-à-dire d'abord au bonus, parce que ça reste les seuls véhicules qui sont éligibles maintenant à des bonus. Ensuite, l'attractivité sur les avantages en nature, puisqu'ils sont une bonification à 50%, dans une limite de 800 € par an, mais donc une bonification qui vient réduire une quote-part des charges sociales et également la part des charges sociales pour les collaborateurs, donc elle présente un coût, bien entendu, beaucoup plus intéressant pour les véhicules thermiques. Troisième niveau, ce sont les amortissements non déductibles, très significatifs sur les véhicules électrifiés en général et en particulier sur les véhicules électriques, hein, puisqu'on atteint 30 000 € d'amortissement non déductible. Bon, à ça, on ajoute, alors ce qui est de moins en moins vrai en ce moment, mais les intérêts autour du coût de l'énergie, qui sont en train de se réduire, certes, mais on voit qu'on est aussi à nouveau sur une croissance du coût de l'énergie fossile. Donc, fiscalement, si on en revient à la question, ces trois éléments, hein, bonus, avantage en nature, bien sûr la TVS, ex-TVS, pardon, mais qui n'est pas soumis à ce type de véhicule, et l'amortissement non déductible. Parfait. Une dernière question peut-être, et après on reviendra sur l'étude. L'obligation pour les flottes de plus de 100 véhicules de passer au 100% électrique en 2030, ça reste bien d'actualité. Alors, le fait de basculer à 2030, oui, tout à fait, ça reste d'actualité. Juste pour revenir aux questions, pour les flottes de plus de 100 véhicules, oui. On parle d'une obligation de passer à 100% d'électrique en 2030, c'est en renouvellement. Alors, c'est en renouvellement. Non, je pense que plus globalement, la question va... Alors, il y a le cadre réglementaire, j'essaie d'être synthétique, il y a le cadre réglementaire, et effectivement, là on le voit d'ailleurs avec les nouvelles normes pour les constructeurs, de toute façon, on se dirige vers plus en plus d'électrification naturellement, non pas imposée d'ailleurs par le cadre réglementaire, mais plus par la révolution industrielle que sont en train d'opérer les constructeurs. Donc on a l'échéance de 2035 fixée au niveau européen, mais de manière intermédiaire, on voit bien que maintenant l'ensemble des constructeurs ont pris une orientation pour devancer ces échéances, en tout cas massifier la production de véhicules électriques, et effectivement, on va rester sur cette logique de croissance d'obligation de renouvellement de véhicules plus verts, dictée d'une part par la réglementation, mais surtout par les véhicules qui seront disponibles et produits et proposés par les constructeurs. Ok. Alors, on a pas mal de questions pour François autour des attentes des salariés selon qu'ils habitent en métropole, en région, en zone urbaine, en périphérie, en milieu rural, et notamment, on a une question sur les attentes des salariés en région parisienne. Oui, alors en effet, c'est une très bonne question, je peux me permettre, parce que je l'ai évoqué, les attentes sont extrêmement diversifiées, quasiment clivantes, hein. Alors c'est vrai que en région parisienne, en Île-de-France, on est d'abord sur des aspirations en matière de mobilité beaucoup plus importantes, avec de la mobilité en transport en commun, à pied pour celles et celles qui le souhaitent, et puis aussi pour des mobilités partagées ou en covoiturage, dès lors que c'est envisageable. Mais au fond, ce qui sous-tend tout ça, c'est la capacité à se situer dans des zones géographiques où là, il y a une praticité. Je crois que le terme fondamental, c'est celui-ci. C'est est-ce que c'est pratique ou c'est pas pratique, voilà. Et à l'inverse, bien entendu, lorsqu'on est en zone périurbaine lointaine et lorsqu'on est a fortiori en zone rurale, les véhicules personnels sont les plus souvent souhaités pour des raisons d'organisation aussi. C'est-à-dire que c'est plus compliqué de mettre en place des dispositifs de mobilité partagée lorsqu'il y a une zone géographique qui est beaucoup plus étendue ou qui est un peu plus éloignée. Donc,
on voit bien, et puis alors, il y a les ZFE par ailleurs dont on n'a pas parlé, mais qui jouent un rôle central dans dans ces réflexions-là, qui vont appeler, qui appellent déjà les entreprises à s'adapter et probablement les salariés demain pour des mobilités beaucoup plus partagées. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'avec les ZFE, il va y avoir des contraintes qui vont être croissantes et donc des mutations fortes. Voilà. Donc c'est important parce que on a présenté ici par la force des choses des résultats qui sont des résultats très agrégés au niveau national. En réalité, d'une part en fonction des géographies, et puis d'autre part en fonction de la nature des activités qu'on exerce aussi, il y a des aspirations qui sont extrêmement variées. J'évoquais tout à l'heure un point aussi sur les générations. On a les générations les plus jeunes qui ont envie de se déplacer plus à pied que les autres. Voilà. Donc on a une combinaison entre, c'est pour ça que la lecture, comment dire, monolithique en disant maintenant voilà ce que veulent les gens de manière globale, c'est un peu réducteur. On a une combinaison entre des réalités territoriales, des réalités de métiers. On ne se déplace pas en fonction de la manière identique en fonction des métiers qu'on exerce, et puis en fonction par ailleurs des générations auxquelles on appartient. Et les attentes d'un collaborateur peuvent varier au fil de l'eau, Aussi. significativement, et dans Aussi. le contexte dans la fidélisation, dans la rétention, dans le cadre d'un marché de l'emploi un peu tendu, effectivement, c'est des questions qu'il faut savoir adresser à l'entreprise. Est-ce que dans l'étude, vous avez distingué vous avez noté des différences de comportement ou d'intention selon la taille des flottes d'entreprises? Alors, c'est moins important que les facteurs précédents qu'on évoquait, géographiques, de secteur d'activité ou de génération. Enfin, l'idée de la taille de l'entreprise, au fond, elle est un peu subordonnée à la capacité oui, et à la volonté des dirigeants d'entreprise de mettre en place des dispositifs qui soient offerts à leurs salariés, à leurs équipes. Voilà, c'est pas, comment dire, ce n'est pas un critère, ce n'est pas le critère qui structure les aspirations en matière de mobilité. Voilà, ça peut avoir une influence, mais c'est pas l'élément du tout le plus structurant. Dans l'étude, est-ce que vous avez fait une distinction entre les distances parcourues domicile-travail en fonction des différents modes? Alors, c'est une bonne question. Malheureusement, là, on n'a pas les éléments. C'est vrai que ce sont des éléments qu'on n'a pas que l'on n'a pas adressé là de manière immédiate. Je pense qu'en effet, c'est quelque chose qui pourrait être creusé parce que ça implique. Après, c'est très compliqué parce que ça implique au fond des réflexions, cette fois-ci peut-être plus entreprise par entreprise. Voilà. Là, on est sur un cadre de réflexion nationale en fonction des aspirations des salariés de manière générique par définition. C'est vrai que la distance parcourue par les salariés, on voit au fond que ce sont des combinatoires très, très précises en fonction de l'endroit où se situent les entreprises, l'endroit où vivent les salariés. Et par ailleurs, on a un autre facteur qui est aussi échappe un peu à notre réflexion là, qui est la manière dont les villes vont s'adapter. D'ailleurs, quel va être l'habitat à horizon 2030-2035 dans les années qui viennent. Voilà. Donc on voit bien qu'on est multiparamètres. On est, je crois, plutôt, on disait là tout à l'heure, nous sommes très forts. On est en cours de transition et la vision systémique, elle est très grande. Voilà. Chaque entreprise, je ne suis pas ça pour vous donner une réponse de Normand, mais chaque entreprise va être appelée avec ses salariés à privilégier les solutions qui sont les plus adaptées à sa situation. Mais c'est vraiment des réflexions qui sont systémiques entre les stratégies d'entreprise, ce que l'on veut s'assigner aussi en termes d'accélération des transitions écologiques, l'écoute que l'on a aussi envers ses salariés, ce qui peut être pertinent pour eux. Donc on voit bien qu'on est sur des solutions qui se déclinent entreprise par entreprise et qui peuvent être très différentes d'une entreprise à l'autre. Sur les aspects sociétaux, on a encore finalement peu de recul sur l'impact du télétravail. Ça va aussi continuer à se structurer en fonction des générations, en fonction des secteurs d'activité. Tout ça, pour le coup, joue structurellement sur la façon dont on gère sa mobilité. Oui, et puis pour dire les choses de manière comment dire, très crue, aujourd'hui, il y a des facteurs structurants qui sont très lourds. On parlait tout à l'heure des questions financières, la question de l'inflation, etc., qui fait que se déplacer avec sa propre voiture, etc., ça devient extrêmement coûteux. La question des mobilités organisées, c'est-à-dire la mise en œuvre des ZFE va probablement bouleverser la donne de manière extrêmement forte. Les questions énergétiques à horizon 2030-2035 vont devenir de plus en plus prégnantes, c'est-à-dire l'abondance de l'énergie. Donc tout ça, les finances,
les questions de mobilité, les questions d'énergie sont extrêmement structurantes. Donc tout ce qu'on évoque là, je ne sais pas si nous aurons l'occasion, le plaisir de se revoir dans quelques années, mais on peut faire le pari que ça va bouger encore énormément parce que le système de contraintes auquel on est exposé là, c'est pas uniquement se faire plaisir pour dire on va accompagner la transition écologique. On est soumis, et les entreprises et les salariés sont soumis, vont être, et probablement vont être soumis à l'avenir à des contraintes qui sont quand même extrêmement lourdes. Je ne sais pas à quel rythme les ZFE lancent à partir de 2025, 2026. Certaines municipalités envisagent de reporter un peu parce que c'est compliqué. Enfin, on va entrer dans le dur de la mise en œuvre de tous ces sujets-là. Voilà. Et les questions énergétiques, elles vont être de plus en plus prégnantes. Donc, avec des collectivités territoriales elles-mêmes, quand bien même elles participeraient en partie, qui vont avoir probablement des finances publiques de plus en plus réduites aussi. Donc, on voit bien qu'on est non pas au terme d'une mutation, mais à mon sens plutôt au début d'une mutation, et que les années 2030, 2025, 2030, 2035, probablement vont bouleverser encore en profondeur tous ces aspects-là. C'est la raison pour laquelle dès aujourd'hui on a des entreprises qui réfléchissent. C'est-à-dire que ce dont on est en train de parler là aujourd'hui, début 2023, bah, ce sont aussi des plans stratégiques pour les années qui viennent. Donc voilà, c'est aussi anticiper des exigences qui vont être de plus en plus fortes. Encore une fois, pas uniquement pour le plaisir, mais parce qu'il y a des contraintes qui vont être qui vont peser fortement sur les entreprises et les salariés, qui vont probablement inviter les uns et les autres à s'adapter. On a une question pour vous, François, sur le fait d'avoir interrogé les salariés sur leur souhait de ne pas se déplacer sur un trajet domicile-travail. Et la personne qui vous pose la question dit: je m'interroge sur la pertinence de faire ce type de trajet de façon quotidienne, alors que le télétravail se développe de façon exponentielle. Oui, alors c'est une très bonne question là aussi. Alors malheureusement, on ne peut pas en parler toute la journée, je crois, mais c'est une très bonne question parce que on a vu beaucoup de mutations depuis les premiers confinements, hein, sur cette idée du télétravail et au fond de la capacité et du désir de rester chez soi pour travailler. Bon, il s'est constitué progressivement depuis le début de l'année 2020, depuis les confinements, hein, une idée pour les personnes qui peuvent télétravailler, qui sont quand même minoritaires, il faut le rappeler toujours, parce que tout le monde ne peut pas télétravailler. En gros, l'idée selon laquelle, pour la plupart des salariés, le point idéal, ce serait de pouvoir rester 2 jours en télétravail et d'aller 3 jours à son bureau. Bon, mais le télétravail total est quelque chose qui n'est pas souhaité. Alors, ce qui est un peu contre-intuitif, parce qu'au début des confinements, on disait ah ben, c'est sympa le télétravail, on pourra rester toujours chez soi. En réalité, c'est pas souhaité. Et après se pose en effet la question des déplacements quand, les jours où on va travailler. Alors, on a vu tout à l'heure, hein, dans la question qu'on a posée tout à l'heure, ça fait bouger un peu les lignes aussi, c'est-à-dire des gens qui disent on peut peut-être s'organiser autrement dès lors qu'on est en télétravail, on envisage le rapport au travail de manière un petit peu différente. Donc on peut peut-être faire des véhicules partagés, on peut faire du covoiturage, des transports en commun, mais ça induit quand même l'idée que le schéma historique un peu classique, totalement classique, où on va travailler avec sa voiture personnelle, c'est de moins en moins à l'ordre du jour. Voilà. Alors peut-être on surveille l'heure là. Donc on a encore le temps de prendre une ou deux questions. Est-ce que dans votre étude, vous avez identifié des freins à l'usage de véhicules partagés? Oui, alors c'est aussi une bonne question, si je puis me permettre, parce que d'autant plus que nous avons présenté là, pour ne pas être trop long, hein, une sélection des principaux enseignements, mais il y a d'autres questions qui ont été posées, notamment une question sur sur ce sujet des freins à l'utilisation des véhicules partagés, et dont les résultats sont intéressants, parce qu'on pourrait se dire, au fond, il y a une partie des salariés qui n'ont pas envie de véhicules partagés, parce qu'on évoque parfois le manque d'intimité. On se dit, on est avec d'autres gens, on ne peut pas écouter la musique qu'on aime, etc., etc. Bon, il y a d'autres gens, on ne peut pas vivre un peu comme on voudrait dans son véhicule. Bon, c'est pas tout à fait ça, c'est même pas du tout ça qui est cité en priorité. Les deux choses citées en priorité, ce sont les contraintes horaires. Dès lors que vous allez, c'est très pratique, hein, dès lors que vous allez travailler et qu'il y a un véhicule partagé, c'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres personnes à prendre en chemin, et donc il faut s'adapter aux horaires des autres ou que les autres s'adaptent à vos horaires. Et puis, ce qui revient à la même chose, c'est contrainte horaire 51%, cité par 51% des salariés comme un frein, et l'autre, c'est la dépendance envers les autres. C'est-à-dire, si vous êtes en véhicule partagé et puis qu'il y a l'un de vos collègues qui n'est pas là ou qui est là pour telle ou telle raison, parce qu'il y a une question de santé ou peu importe la raison, etc., ça bouleverse un peu votre vie quotidienne. Ça raconte quoi ça? Ça raconte que le véhicule partagé, pour qu'il soit vraiment un succès, ça nécessite une organisation
une capacité et peut-être même demain ou après-demain des applis où on se dit, bah voilà, moi, quel est parmi le réseau de salariés celui qui est le plus à même, qui me fait perdre le moins de temps si un partage de trajet en fonction de mon parcours personnel. Comment tout ça peut s'harmoniser au mieux? Je crois que c'est ça véritablement. C'est intéressant parce que ça met un peu en bémol l'idée selon laquelle le véhicule partagé, on n'en a pas trop envie uniquement parce que c'est un problème d'intimité qu'il y a d'autres gens autour de soi. C'est pas ça, c'est plutôt une question de temps disponible, de performance dans le trajet. Ça renvoie à la praticité, on parlait de la praticité. Qu'est-ce qui est le plus pratique quand je vais au travail? Ben, si on partage avec d'autres, pourquoi pas, mais globalement, il faut que ça reste pratique. Voilà. Et rassurant. Et rassurant. Il ne faut pas avoir d'un premier acte qui fait qu'on peut compter sur les autres. transports. C'est ça. Effectivement, des solutions de rassurance à avoir quelque part. Très bien, je surveille l'heure. Parfait, on est dans le timing. Voilà. Vraiment un grand merci, François. Ben, un grand merci à vous, Régis. Merci à toutes et à tous. Je remercie également l'équipe de Larval Mobility Observatory, Christine et Monique, qui ont dirigé le même maître ce webinaire. Et pour finir, donc, je voudrais vous rappeler que l'intégralité de l'étude, et pas uniquement les slides qui nous ont été présentés durant ce webinaire, sont disponibles sur notre site, tout comme le reste d'ailleurs de nos études, donc larvalmobilityobservatory.fr. Et puis, bien sûr entendu, toute l'équipe. Et moi-même à votre disposition si vous avez des questions complémentaires ou si vous voulez rentrer plus dans le détail de ce qui a été abordé ce matin. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et le plaisir de vous revoir très vite. À bientôt. Au revoir.